Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que votre journée est bonne. Alors, moi ça va mieux. J'avais mal à la gorge hier. Tout le monde s'en fout mais c'est pas grave. Ça va mieux quand même. Bon, avant de commencer, donc aujourd'hui pour faire un petit rappel, on va finaliser l'étui qui est terminé. On va le nettoyer, enfin on va passer un coup d'une espèce de peau un petit peu, tu vois, un truc un petit peu pelucheux pour bien faire briller le cuir. On va aiguiser le couteau, on va ranger ça à l'intérieur, tac, terminé, et on passera à une autre vidéo sur un autre type de couteau pour faire suite à celle-ci. Ok. Alors avant de commencer, je m'en excuse, j'installe juste le four parce que j'ai fabriqué un petit test à un couteau pour le poisson. D'accord? Pas un couteau à filet. Un couteau pour ouvrir le poisson, écaillé, d'accord? Assez fin, avec une pointe qui revient un petit peu. Donc là, j'ai fait la trempe, je le passe au four, parce que là, sinon, si je fais ça, je le casse. Donc j'installe juste le four, je le branche, je mets ça dedans et je suis à vous tout de suite. Comme ça, on sera tranquille pour finir notre truc. On a le temps ce matin. Ce matin, on a le temps. J'enlève ça, on va le travailler après. Voilà. Hop. L'acier, pour faire un petit en profiter, l'acier c'est du 14C28N, donc c'est un inox. On va dire que le revenu pour assouplir l'acier, on le fait à partir de 200. Là, vu que je veux qu'il soit un peu plus souple, parce que là il va servir surtout, c'est pas un couteau qui va servir à frapper, c'est juste un couteau qui va servir à trancher, à nettoyer. Je vais le mettre à 220. On va perdre un petit peu en dureté, mais on garde en souplesse. Donc là, 220, voilà. Ici, on allume. Et monsieur, il va faire son petit tour au four. Je vous montre quand même ce que ça donne. Voilà. Donc là, il va au four pendant 2 heures pour faire le revenu qui va nous servir à assouplir l'acier pour pas qu'il casse. Là, à l'heure actuelle, il est relativement souple quand même, mais si je force un peu trop, il va péter. Donc, ça étant fait, on va revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de terminer ce joli couteau. Donc, on va récupérer dans un premier temps l'étui et on va le peaufiner. Donc là, je vous le montre. Je vais allumer la lumière. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà ce que donne l'étui qu'on a fait hier. Là, ici, je vais juste couper les notifications. Voilà. D'accord? Voilà, on a terminé. On a fait la protection de tranche. Notre fil et notre couture sont bien. On peut toujours mieux faire, mais en tout cas, ouais, elle est propre. D'accord? Elle est bien horizontale par rapport à notre tranche. Et ensuite, on a notre petit passant qui est ici, voilà. Là, c'est nickel. Donc hier, j'ai passé vite fait un peu de graisse dessus. Là, je vais sortir une espèce de peau spéciale. On va venir frotter pour que tout soit bien propre. Et ensuite, on amènera le couteau, on va l'aiguiser. Je vous montre comment je fais. Et ensuite, on discute, on finalise, on boit le café. Alors, allez, ma peau. Là, c'est dans le... Ah, elle est là. J'utilise ça. Ça se déplie, c'est comme un gant, voilà, une espèce de peau. Et ensuite, je viens frotter ça pour bien le faire briller. On va changer la caméra de position. Regardez-moi ce beau temps. On a pris la pluie toute la nuit et depuis une demi-heure, ça s'est calmé.
maintenant, on a un beau soleil. Un beau soleil. Alors. Donc là, en gros, voilà. D'accord. J'ai passé hier la graisse. Vous voyez la différence? Comme ça, on a un beau cuir bien brillant. Ça fait ressortir la couleur qu'on a choisie pour la teinture. Donc on va bien faire partout, surtout au niveau de la tranche, là, ici, de la couture. Donc là, le cuir, à l'origine, il est, comment dire, c'est un cuir qui n'a pas été travaillé. Nous, on a mis une teinture. Déjà, la teinture, c'est une 3 en 1, donc ça permet de teindre, de protéger le cuir déjà, d'accord. Et ensuite, on a rajouté par-dessus de la graisse de phoque. Ça s'appelle comme ça, hein. Comme une espèce de graisse protectrice qu'on a mis par-dessus. Ça permet de faire briller le cuir, de le protéger encore. Voilà. J'en ai mis aussi sur cette tranche-là, vous voyez. Voilà, là, notre étui est terminé. Bien brillant, une belle protection. Ça n'empêche pas que si jamais il prend l'eau, l'eau va quand même pénétrer. Mais on a une belle protection. Un étui comme ça, de temps en temps, on remet un petit peu de graisse pour le garder plus ou moins souple. Souple, jamais souple. Et voilà. Donc pour l'étui, c'est bon. Je vais chercher le couteau qui est là. Voilà. Donc le couteau qui va avec. Et maintenant, on va faire notre aiguisage. Alors, il reste plus grand chose, qu'on a laissé très fin. Je pense que là, on a laissé 0,2, 0,3 mm. Donc, il ne va pas y avoir besoin de faire beaucoup de passes. On va travailler ici. Et là, je vais faire une installation un peu particulière, vous allez voir. Je vais enlever cette partie. Et je vais venir installer une barre ici qui va me servir de guide. Et ensuite, avec un appareil, je vais venir fixer ma lame et me balader sur mon guide de manière à faire une émouture. Mais pour cela, il faut que je retrouve et la barre, et la barre, et la barre. Putain, j'ai pas de bordel dans mon atelier, j'arrive quand même à perdre le truc. Alors, on peut toujours utiliser celle-ci, mais celle-ci, elle est ronde. J'en ai une qui était hexagonale. Je réfléchis parce que celle-là, c'est pas grave. Ouais, parce que là, je sais pas du tout où j'ai rangé ça. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, on verra ça. C'est pas grave, on va le mettre avec celle-là. Je vais chercher un serre-joint. D'accord, j'ai mon petit guide. Voilà. Et maintenant, je vais l'amener à une certaine distance qui va me donner en fait mon angle de déguisage. Sur un couteau comme on est en train de faire, on va partir. Un couteau de cuisine, il faut compter 15 degrés, d'accord? Ça veut dire un tranchant très fin. Là, on est sur
3 degrés. Je récupère ma pince. Si je la retrouve. Alors, laissez-moi juste le temps de retrouver ce dont j'ai besoin pour faire ça. Où est-ce que j'ai rangé ça? C'est terrible, hein? Pourtant, j'ai pratiquement rien. Tout est censé être là. Et je ne retrouve pas mes affaires. Donc nous, on va utiliser ça. Je vais bloquer ma lame là-dessus. Voilà. Je vais venir bloquer ma lame là-dessus. Ça, je vais le mettre contre moi tige. Et je vais venir faire mon aiguisage. Comme ça, j'aurai toujours le même angle. Ça, je vais le reposer. Là-dedans, j'ai rien. Là-dedans, j'ai quoi? J'ai rien aussi. Bon, et je retrouve ma barre quand même, hein. Et là, on va faire une petite vérification de l'angle. On va se créer un petit patron. On va se créer un petit patron et on va vérifier notre angle. Regardez bien. Parce que là, je vais avoir mon degré. Donc ici, j'ai 30 degrés. C'est beaucoup trop par rapport à ce que je veux faire. Moi, je veux, on va dire, 20 degrés. Donc je vais faire un patron pour savoir à quelle distance je dois mettre ceci de manière à avoir mes 20-22 degrés. Donc là, je vais... Vous savez ce que je vais faire? Je vais utiliser l'intercalaire. Juste... Ah, même pas. Voilà ce qu'on va faire. On va utiliser ça. Donc, là, si je prends ceci... Ok. Donc ici. Là, j'ai 30, là, j'ai 45. Donc là, si on suit ce mouvement, là, on a un angle de 15 degrés. Ici. 15 degrés, et là, il y a encore 15 degrés. Donc si je fais la moitié de 15, ça fait 7,5. 15 et 7,5, ça fait 22,5. Donc on va se mettre à 22. Et on va découper ça. Et là, on a un angle de 15, plus un peu moins de la moitié. Donc ça fait, on va dire 6. Ça fait 21 degrés, 22 degrés. On va découper ça. Et ensuite, on va pouvoir faire une vérification. On va utiliser la scie à ruban. Ok. C'est parti. Histoire de m'assurer que c'est plat. Donc là, on a notre angle de 22 degrés. 22 degrés. Donc là, si je veux aiguiser, je dois avoir mon angle ici de 22 degrés. D'accord? Donc là, je suis beaucoup trop près. Là, je suis à un angle de 22 degrés. Donc on va fixer ici. On va préparer notre couteau. Alors, on va pas prendre ce grain là. Il est beaucoup trop épais. On va prendre un grain fin
Parce que là, on n'a pas beaucoup à aiguiser. Ça sert à rien de prendre un grain, un gros grain, parce qu'en fait, on va utiliser beaucoup trop de matière. Donc, je vais prendre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vais bien prendre du 400. On va aller regarder si on trouve ça. Salut Kenzuarda, comment ça va? Et regarde, on est en train d'installer le système pour faire l'aiguisage du couteau. Là, on a pris ce qui va nous servir notre de 400 là. Pour faire l'aiguisage de couteau. Est-ce qu'on a une 240? Je prends une 240 plutôt. Ouais, c'est bon, on va prendre celle-là. Hop, je m'excuse, je vous repose. Parce qu'à une main, c'est un peu compliqué de récupérer la bande. Donc on va récupérer cette bande pour faire l'aiguisage. Si j'arrive à la doigt. On installe ça tranquille. Voilà. Donc là, on a notre bande 240. Donc on va pouvoir faire un bel aiguisage. Il ne faut pas trop appuyer. Là, le but, ça va être de passer le couteau. Et quand on va avoir le morphile en fait, c'est un petit bourrelet d'acier. On sait qu'on a bien aiguisé. Ça laisse un petit bourrelet d'acier. Ensuite, on passera à la bande 1200, d'accord, ou 600. On fait un passage, un autre passage, terminé. Ensuite, on fait à la frotte. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, on a notre appareil qui va servir à fixer la lame. Donc là, je vais venir déverrouiller ça. Voilà, et je vais venir fixer ma lame ici. On va essayer de ne pas faire de marque sur l'acier. Ici. Donc là, je serre, et là, je termine de serrer ici. Donc là, ça ne bouge plus. On va vérifier notre angle. Donc si on vient ici, on est un peu trop haut. Donc là, je vais visser un petit peu pour baisser et me retrouver pas dans le mou là, ici. Ici. Là, on est bon. Donc là, on a notre angle. On est pas mal. Un angle de 22 degrés. Donc maintenant, on fait la passe et je vous montre, d'accord? Je vais essayer de vous placer un peu mieux, histoire que vous ayez un beau visuel. C'est bien ou pas? Ouais, c'est un peu bas. Voilà. Allez. Ça, je vais le ranger. J'en ai plus besoin. C'est parti. Vous voyez là, on commence à avoir le tranchant. Et là, on a notre tranchant qui est là. Maintenant, on va passer un grain plus fin pour finaliser ça proprement.
Donc là, on va passer sur un grain assez fin, d'accord? On va prendre le 600. C'est un grain spécial, je vous montre. Regarde. C'est un grain spécial, c'est une bande spéciale. Donc celle-ci est un petit peu usée, je m'en sers que pour faire l'aiguisage. Voilà. Et on finit ça, un coup à droite ou deux coups à droite, un coup à gauche. Faut que je gère un trépied un peu mieux. Donc ce qu'on a fait, c'est, on a passé notre couteau au grain 2,40. Ensuite, on a passé notre couteau au grain 600. On se retrouve avec un tranchant ici. On voit pas très bien, j'essaie de faire quelque chose, voilà. Vous voyez le tranchant ici? Ok. Donc là, si je passe mon doigt ici, je le sens, le petit morphu. Il accroche partout. D'accord? Il accroche partout. Donc là, on ne peut pas le laisser ce morphile parce qu'en fait, il va nous gêner. La coupe, elle ne sera pas super avec ça. Parce qu'il suffit que je coupe un peu et que si le petit morphile vient se mettre un peu en biais, j'aurai l'impression que mon couteau il coupe moins bien. Donc là, je vais l'enlever avec une frotte. Donc on va faire la frotte, on va l'installer et ensuite on va passer la frotte deux allers-retours comme ça, tranquille. On va la mettre où la frotte? On va la mettre là-bas. Donc on va l'installer là. La frotte, c'est ça. La frotte, c'est ça. D'accord? Je vais utiliser cette partie-là pour venir enlever le morphile qui me gêne. Pour avoir un tranchant nickel. Et je vous fais un petit test après. Donc je vais installer ça rapidement. Faut que je prenne un serre-joint pour le fixer. Hop. Voilà. Ok, attention, je vous installe pour que vous ayez un beau visuel. Donc là, on va faire ça tranquillement. Donc je vais faire un passage comme ça, un passage comme ça, et c'est bon. Je vais me mettre plutôt là, ça sera peut-être plus sympa pour vous. C'est parti. Là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous voyez ici? Ah, comme ça. De l'autre côté, donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Et bien là, en fait, on vient de plus ou moins polir. Enfin, et là, on va enlever, donc ça c'est la pâte à polir. Je vais mettre un peu de WD-40 et on va enlever cette petite... Voilà. Petite saleté. Et ensuite, on va faire un petit test. Un petit test et je serai votre cobaye. On va tester ça, on va voir si ça coupe bien. Donc moi, je fais toujours comme ça, voilà. Ça va ramollir la pâte à polir.
Voilà. Là, mon couteau est nettoyé. Et je me retrouve avec ce beau tranchant. D'accord? On va tester ça maintenant. Vous voyez ici, là? Voilà. Je peux me raser avec. Il y a mes poils partout. Donc voilà, on est sur un beau tranchant. J'ai pas de feuille de papier pour vous montrer sur la longueur, mais ça se sent tout de suite. Donc là, on a fini. Donc on a nettoyé, aiguisé, fait le manche. Maintenant, on va faire un petit topo de tout ce qu'on a fait. Voilà, on va faire un petit topo de tout ça. On n'est pas bien ou pas? Là, on est pas mal. Ok. On va faire un retour en arrière, un résumé de tout ce qu'on a fait pour en arriver à ce résultat-là final, ce couteau et cet étui. On s'est vu à quoi? 9 jours, 8 jours, 8 jours, d'accord? Normalement, ça prend beaucoup moins de temps que ça. Là, j'ai pris le temps parce que je voulais vous expliquer tout le processus, que vous voyez, que je vous châne pas des choses, on a tout vu, d'accord? Bon, il y a des fois, j'ai commencé, je vous ai dit, ouais, on va peut-être gagner un peu de temps sur la découpe ou un truc comme ça. Mais sinon, c'est le déroulé complet de la création d'un couteau. J'ai mis le four à quelle heure? Déjà? J'ai mis le four à quelle heure? 10 heures? Ouais. Ouais, c'est ça. Ça va, ça? Ouais. Ok. Donc, on a choisi le modèle. D'accord? On a choisi le modèle de couteau. Ensuite, on a choisi l'acier. On a découpé notre couteau en dessinant le modèle directement sur l'acier. Donc, c'est du plat de semelle. Ça s'appelle un couteau plat de semelle. On ne modifie pas l'épaisseur par la frappe. On choisit un acier avec une épaisseur qui nous convient. On dessine, on découpe, on forme. C'est bon. L'acier est fait, le couteau est dessiné, la forme du couteau est là. On n'a rien de plus à faire. Ensuite, on a fait notre émouture à la machine. Notre émouture, c'est ce qui va faire donner l'angle pour arriver jusqu'à un tranchant. On a fait notre émouture, on a fait ici notre donc le formé, toutes les parties qu'on avait besoin, plus percer le manche aux dimensions où on voulait mettre notre plaquette en bois, nos plaquettes en bois. On a choisi nos plaquettes en bois, on a collé sur un beau rivet blanc, on a fait un beau petit guillochage ici à la base. On a collé ça, on a nettoyé, on a reformé, poncé, tout pour qu'on arrive à ce résultat. Donc ça, c'est du chêne de la matauderie. C'est un chêne plusieurs fois centenaire qui est du côté de Poitiers. Donc c'est un arbre, j'ai récupéré un petit morceau. Il a plus de 300 ans, cet arbre, il est magnifique. Donc ça, c'est un bois debout. Le bois debout, c'est pas la fibre dans le sens de la longueur. On a coupé comme si on coupait un saucisson, une tranche, d'accord? On coupe pas dans toute la longueur, comme si on coupait un pain pour faire un hot dog. Non, là, on coupe des tranches de saucisson. Et bien là, c'est une tranche de saucisson, ok? Donc en fait, on a la structure du bois dans ce sens-là. C'est hyper joli. Par contre, c'est très fragile, puisque la structure, on peut la casser de cette manière. Et ça a tendance à pas rester droit. D'accord? Donc il faut le contre-coller, ou vite le coller sur le manche pour pas que le bois il se retrouve comme ça. On a fait une petite dragonne. On a mis une petite perle qu'on a fait avec le même bois qu'on a utilisé pour faire nos plaquettes. On a nettoyé, on a aiguisé pour tomber sur ce résultat-là. C'est un beau résultat. C'est un beau couteau. C'est un couteau fonctionnel. C'est pas un couteau qui va servir à tout. Attention, on ne peut pas commencer à aller en forêt pour bâtonner avec ça. On ne peut pas commencer à piquer dans le bois et à travailler fortement sur de la torsion, parce que mine de rien, le bout est relativement fin. Il y a des couteaux spécifiques pour ça. Celui-ci n'en est pas un. C'est un couteau pour pique-niquer, manger, travailler un petit peu, faire de la coupe, faire pas mal de choses, mais pas des gros travaux. D'accord? Mais un couteau n'est rien sans son étui, donc on a travaillé l'étui. Je vais revenir sur l'étui, je pose le couteau 2 secondes. Voilà. Sur cet étui-là,
on a choisi le cuir, l'épaisseur du cuir. On avait plusieurs choix. Là, c'est du 3,3 mm, c'est robuste. C'est un cuir robuste, 3,3 mm. Hein. On avait le choix avec un cuir de 2 mm qui aurait pu faire le taf aussi. Mais je préfère avoir un étui bien solide avec une belle épaisseur qui dure dans le temps et qui soit pas trop flexible. Là, on a un bel étui qui va se former. Donc là, on va rentrer le couteau après. Il va forcer un peu, c'est normal. Il va prendre sa forme une fois, il va se mettre autour de son manche et ensuite il va prendre la forme. On a choisi notre cuir, donc un beau cuir tannage végétal de 3,3 mm en premium, c'est-à-dire avec une croûte de cuir qui est homogène. Il n'y a pas de variation. Le cuir est magnifique, on est en pleine fleur, d'accord? En pleine fleur de cuir. On a dessiné notre patron qui va nous servir à découper le cuir. On a découpé notre cuir. On a teinté notre cuir. Je le fais au départ, puisqu'ensuite, on va mettre un fil de couleurs différentes. Donc la teinture, il faut que je la fasse au départ. On a marqué avec mon logo le cuir à l'arrière. On a choisi la couleur du fil, donc pour que ça fasse une belle démarcation entre mon brun que j'ai choisi pour la teinture du cuir et le fil. J'adore ça. Ça fait un beau contraste. Si j'avais choisi un fil marron, ça aurait été tout aussi joli, hein, mais on n'aurait pas eu ce beau contraste-là de couleur. Ensuite, on a cousu, on a nettoyé, on a amené tout ça au même niveau. On a passé ensuite une protection de tranche et un peu de graisse qu'on a pour nourrir le cuir. Et ensuite, on l'a frotté, on donne sur ce beau cuir-là, cet étui-là qui est un étui comme je fais d'habitude, c'est-à-dire un étui simple. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas des motifs de frapper, il n'y a pas des motifs, ça m'arrive d'en faire sur des gros couteaux nordiques avec des gros étuis qui sont comme ça, où je vais dessiner en rapport avec le couteau un motif, un symbole nordique. Je le fais à la main, on le fera. Je vous montrerai comment je fais. Donc voilà, l'étui étant fini, le couteau étant fini, je ne l'ai pas rentré à l'intérieur. J'espère ne pas m'être trompé dans les dimensions. Sinon, l'étui ne servira pas à grand chose. Ok. Donc là, si je prends mon étui et mon couteau, je viens le rentrer. Et là, on est parfait. Donc voilà l'étui, le couteau à l'intérieur, le passant. La dragonne va me servir aussi à récupérer mon couteau plus facilement, parce que là, on est en bout. D'accord. Un petit conseil pour ceux qui ont des couteaux avec des étuis en cuir. Lorsque vous ressortez votre lame du couteau, venez pousser le couteau, le dos du couteau. Ça, venez le pousser contre le dos de l'étui. Ça évite de taper dans le cuir ici, donc le mort. Moi, quand je le sors, je le pousse vers le bas et je le sors en frottant. Comme ça, au moins, je ne tranche pas mon cuir. Donc, ce étui et ce couteau sont terminés. Celui-ci, il a un nom, il s'appelle le Tony Michelli. J'ai trouvé ce nom rigolo parce que c'est un peu le couteau à tout faire. Alors, il n'y a que les vieux qui vont avoir la référence. Hein. Désolé, voilà, cherchez sur internet Tony Michelli, vous allez comprendre. Et j'annonce officiellement que ce couteau est enfin terminé. Alors, ce couteau n'est pas à vendre. Ce couteau, il est déjà prévu pour quelqu'un. Un magasin avec qui je vais faire une espèce de partenariat. C'est quelqu'un qui adore les couteaux. Qui m'a demandé si je pouvais lui faire des couteaux pour mettre dans sa vitrine, pour qu'il puisse les vendre. Donc je lui ai fait 3 couteaux. J'ai celui-ci, j'ai un couteau Puko que j'ai fait dernièrement avec un bel étui en cuir, il est magnifique. Et je suis en train de... Et ce pliant-là que je vous montre maintenant, parce que j'ai le temps. Maintenant j'ai le temps, on a terminé. Notre travail est terminé. Dites-moi juste si vous voulez ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un couteau magnifique, c'est un beau couteau. Alors, c'est un beau couteau et on peut parler de prix. On peut parler de prix sur ce genre de couteau, d'accord. Là, je n'ai pas calculé. Il faut que je calcule mon prix de matière première. Mes prix de couteau, ça n'a rien à voir avec mon temps passé dessus. Je vous explique un petit peu ma manière de travailler. C'est ma manière, c'est pas la manière de tout le monde, mais c'est ma manière de travailler. Pour le prix d'un couteau, donc là, on est sur un couteau fixe, je vais d'abord calculer combien m'a coûté ma matière première, c'est-à-dire mon cuir, mon acier, mon bois, tout ce qui a servi à fabriquer, mon fil, tout ça, d'accord. Je vais quantifier ça.
Ensuite, je vais quantifier ce que j'ai utilisé en consommables. Les bandes, le papier à poncer, l'électricité. Il faut bien que je paye mon électricité ici quand je travaille dessus. D'accord? Toutes les charges, tout ça, je le rentre à l'intérieur. Et ensuite, je vais calculer ce qui est hyper important, l'URSSAF, les cotisations sociales, les impôts, ce qui va me prendre 35% du prix du couteau, que vous sachiez quand même comment ça se passe. Sur un couteau comme ça, quand je vais le vendre, l'État me prend 35%, plus d'un tiers. Je calcule ça, et alors sur un couteau pliant, là c'est un couteau fixe, hein. Sur un couteau pliant, je me sors une marge de 100 balles. Pour 3 jours de travail, je me sors, moi, dans ma poche, 100 euros. C'est mon but. Sur un couteau pliant. Sur un couteau fixe comme ça, un peu moins, parce que j'y passe déjà moins de temps. Là, on y a passé du temps. Mais ça, en gros, en 2 jours, c'est fait. Donc, sur un couteau comme ça, je vais calculer la matière première et je vais me sortir, on va dire, entre 60 et 70 euros de bénéfice. Donc, ça risque d'amener ce couteau, entre les charges et tout ça, ça risque d'amener ce couteau entre, je ne vais pas dire de conneries, mais allez, on va dire un exemple, entre 150 et 200 balles. D'accord? Il faut que je calcule. Et je calcule à chaque fois sur chaque couteau. Je ne mets pas un prix de base, je fais un calcul de matière première à chaque fois. Et ensuite, je calcule ce que va me coûter l'URSSAF et je me déduis, je me sors un bénéfice. Voilà, je travaille comme ça. Si je mets 10 jours sur un couteau parce que j'arrive pas, je fais de la merde, et ben je sortirai pas plus que le bénéfice que je veux sortir sur chaque couteau. Donc je ne travaille pas à l'heure, je travaille à la pièce. Je ne prends pas de commande parce que j'ai fait ça à une époque et c'est pas à cause de vous, je suis désolé, c'est très stressant parce que certaines personnes sont très bien, dans la majorité sont très bien. Et en fait, je suis tombé sur des fois des personnes qui, je leur disais que j'avais un temps d'attente qui était assez conséquent, un an et demi d'attente. Ça leur posait pas de problème et au bout de 3 semaines, ils demandaient des nouvelles, ils insistaient un petit peu et moi ça m'angoissait un petit peu, d'accord? Donc j'ai terminé mes commandes il y a quelques années, ça fait longtemps que je ne fais plus comme ça. Maintenant je fabrique, je fais des photos, je poste, celui qui veut l'acheter, il l'achète. Donc il achète une pièce finie avec pas de surprise, ce qu'il voit en photo ou en vidéo, c'est ce qu'il recevra chez lui. Celui-ci. Ensuite, le couteau pliant pour la même personne, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le nom de ma marque. C'est le couteau Le Corbec. J'ai dessiné ce couteau il y a longtemps et je l'ai dessiné d'une manière particulière. Et ça, c'est normalement la manière dont il doit être fait et sur lequel il a été pensé. Tout ici, sur ce couteau, a une explication par rapport à son nom. Déjà, au niveau du bois, je voulais un bois sombre, pas noir, d'accord, avec des structures. Je suis tombé sur du bouleau madré, un bouleau madré teinté noir, il ressort plutôt gris anthracite, d'accord, avec une belle structure qui rappelle un peu le pelage du corbeau, d'accord. Donc on a un beau. Ici, j'ai mis de l'ébène noir. J'ai pas mis d'intercalaire. On est vraiment sur noir de dos. Et ensuite, le bois qui est en bouleau madré. Je peux y mettre normalement des vis noires. D'accord, pour que ça ne ressorte pas. J'arrive plus à en trouver. Il m'en reste 4. J'aurais bien aimé en avoir 6, comme ça j'aurais mis. Normalement, c'est des vis noires que je mets ici pour que ça soit vraiment, le manche soit bien black. Ok. Et ensuite, quand je vais ouvrir mon couteau, et bien en fait, il va avoir cette forme de corbeau. Donc là, j'ai mon bec de corbeau, ici. Et là, je vais avoir mon dos et mon arrière, d'accord, la queue du corbeau, ici. Donc ce couteau-là est le couteau de ma marque. C'est mon couteau signature, si vous voulez. Voilà, celui-ci. Avec un beau liner qui rentre pile poil comme il faut, juste un petit peu, d'accord. C'est un liner. C'est un système de sécurité, c'est-à-dire que c'est une petite lamelle ici, que je découpe, que je forme, que je viens ajuster, pour que quand j'ouvre ma lame, elle vienne se mettre juste à l'entrée ici du talon, et ça évite à la lame de s'ouvrir ou de se fermer. Et si jamais je veux refermer mon couteau, je dois pousser cette lame-là sur le côté. Donc avec la main, en fait, avec le pouce, je le pousse sur le côté, ce qui me permet de déverrouiller ma lame. Verrouiller. Déverrouiller. Et j'ai une petite bille à l'intérieur de cette languette. Et quand je vais refermer ce couteau, la bille va se placer dans un emplacement que j'ai percé dans la lame, ce qui va maintenir le couteau fermé.
Donc là, si je viens fermer mon couteau, vous allez l'entendre. Vous avez entendu? Clic. En fait, mon couteau, ça y est, il est fermé. Et si je veux l'ouvrir, je force un peu. Ça fait sortir la bille de son emplacement. Et il s'ouvre. Donc ça, c'est le corbec. Celui-ci est fini. Je vais aller l'aiguiser comme tout à l'heure, parce que lui, il est terminé. Je vais lui faire son étui cet après-midi. Lui est terminé. Ensuite, j'ai un autre couteau. Voilà. Celui-ci n'a pas de nom, parce que c'est un couteau que j'ai fait pour une amie. Elle voulait un modèle particulier. C'était une ancienne collègue à moi. J'avais un autre travail avant d'être coutelier. Et elle voulait un joli couteau. Je lui ai fait un beau couteau avec un magnifique bois. Donc ça, c'est de l'olivier avec de la résine. Donc c'est un mélange olivier et résine des deux côtés. Voilà. Avec un dos blanc. Donc là, j'ai pris du micarta blanc. Avec un joli motif en forme de liane, on va dire ça comme ça. Et ce motif-là continue sur la lame. Donc là, j'ai mis un intercalaire bleu roi, qui rappelle la couleur ici à l'avant. Donc un bel intercalaire bleu roi. Et un petit guillochage ici au bout, je trouve ça très joli. Ici, j'ai fait une petite entrée ici pour rappeler un petit peu le centrage de la lame. Donc vous avez vu, la lame, elle vient vraiment à fleur ici du cul du couteau. Si on rentre le doigt bien profond, on peut sentir la pointe ici. Ok? Donc là, j'ouvre le couteau. Et là, je me retrouve avec ce petit motif qui suit sur la lame. Voilà. Ici. Et je lui ai fait une gravure intérieure que vous ne verrez pas parce que c'est personnel. Un petit message dedans, c'est le nom de ses chiens, tout ça. Même principe, liner. Et ensuite, pour l'effacer, je pousse sur le côté et je ferme mon couteau. Ici, je vais avoir la bille. Tac. Et fermeture du couteau, maintien. Je garde toujours, je vous explique un petit peu, c'est un peu... Salut Dream Arabic. J'ai terminé... Tiens, je te reprends maintenant. J'en profite. J'ai terminé le couteau sur lequel on travaille depuis 8 jours, 9 jours. Donc là, ce matin, j'ai aiguisé le couteau. Alors, je vais essayer de le sortir sans le niquer. Voilà. J'ai aiguisé le couteau. Voilà, il est aiguisé. Il est nettoyé. L'étui a été poli. Il est protégé. Et en fait, voilà, j'étais en train d'expliquer un petit peu les autres couteaux que j'ai. Mon système de... Si tu as des questions, tu peux revenir, soit tu peux les poser là, soit tu reviens sur le live. J'ai expliqué un petit peu comment je travaille. Merci beaucoup, il est magnifique. Hein. J'adore. Donc voilà, là, j'expliquais un petit peu les différents couteaux que j'ai, mon système de choix du prix du couteau. Voilà, pour que ça soit bien clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce que je disais, c'est que en gros, je me sors une marge en fonction du prix de la matière première et des charges que j'ai à payer. Je ne travaille pas à l'heure, je travaille à la pièce. Donc c'est moi qui perds de l'argent si je mets 10 heures, enfin 10 jours à faire un couteau au lieu de 3. Donc celui-ci, voilà, est terminé. Et je garde, voilà, ce que je disais, c'est que je garde, vous voyez ce noir qu'il y a au-dessus de la lame. Ce noir, vous l'avez sur votre lame lorsque vous effectuez la trempe. En fait, l'acier va monter en température et quand vous allez le tremper dans l'huile, dans l'eau, dans ce que vous voulez, eh ben, il y a la calamine qui se fixe dessus. Là, moi je le garde. Normalement, ça s'enlève, cette partie-là. Moi, je trouve ça tellement joli, d'accord? Tellement joli, que je le garde. Par contre, ça demande du travail supplémentaire, parce que pour garder cette belle ligne-là bien faite, et ben, quand je vais venir nettoyer mon tranchant, je dois faire hyper gaffe. Je dois faire hyper gaffe parce que mon grain est des fois grossier. Et si jamais je viens taper trop à l'intérieur, en fait, ma ligne après, elle va être un peu effacée parce que mon grain est trop épais. Donc il faut que je fasse avec du papier de plus en plus fin, en évitant d'abord d'aller là, et ensuite en remontant, remontant, remontant. Et ça, j'adore. C'est ma marque de fabrique. Ça, vous l'avez sur tous mes couteaux. Tous mes couteaux. Il y a une fois ou deux, je l'ai enlevé. Là, je suis en train de faire le couteau pour le poisson. Je suis en train de me tâter. Je le garde, je l'enlève parce que là, la partie noire, elle est très minuscule parce que j'ai fait un contre-tranchant global. Donc, est-ce que je garde le noir ou pas? C'est encore une question. Je ne sais pas. Peut-être pas sur celui-ci parce que c'est pour le poisson et tout. Donc, il va être beaucoup dans l'humidité, dans l'eau. Et à force, dans l'eau, le noir, il a tendance à piquer un petit peu. Donc, voilà. Voilà les couteaux que j'ai. Donc, ces deux-là vont partir.
Je leur fais leur étui cet après-midi et ces deux-là, ils vont partir. Qu'est-ce que j'ai maintenant en projet? Je suis en train de travailler sur 2 autres couteaux pliants. Ceux-là, ils seront disponibles. Ceux-là, ils seront disponibles. J'ai fait pour ma marque, donc ce couteau-là, d'accord, qui est un couteau de ma marque, et j'ai fait un ensemble de couteaux basé sur la mythologie nordique. C'est un couteau par royaume. Donc j'ai 9 couteaux qui ont tous été conçus. Leur forme, leur bois, là j'en ai pas ici pour vous le montrer, mais allez sur mon site Brice Coutellerie Le Corbec sur Google et vous verrez les 9 royaumes. Tout est bien expliqué avec mes modèles, le bois, pourquoi j'ai choisi ce bois, pourquoi j'ai choisi cet acier, pourquoi cette forme. Et ces couteaux-là ne seront jamais faits avec d'autres bois, de formes et de modèles que ceux qui ont été choisis pour le faire. Salut, comment ça va Malek? T'arrives sur la fin, j'ai terminé. Regarde. J'ai terminé l'étui, on a mis le couteau à l'intérieur. Il a été aiguisé. Voilà, il est terminé. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve magnifique. Il y a des choses sur lesquelles je suis moins à l'aise encore. Par exemple, le travail du cuir. Eh ben, le travail du cuir. Ouais, t'as vu. Et à chaque fois que je fais un couteau, si j'ai pas envie de le vendre, c'est qu'il est bien. Et celui-là, franchement, je l'aurais bien gardé pour moi. Mais j'ai mes couteaux, hein. J'ai mon pliant à la maison, voilà. Ouais, il est sympa, hein. Ouais, franchement, il est sympa. Il est sympa. C'est pas une couleur, je vous dis la vérité, c'est pas une couleur de bois que je prends d'habitude. Cette couleur-là, souvent je fais des collages. Parce que c'est une couleur, elle est très jolie cette couleur-là. Mais moi j'ai un peu de, comment dire, j'aime bien qu'il y ait un rappel, une couleur un peu vive. Soit sur l'intercalaire, bon là on a pris du blanc. Si j'avais mis du rouge à l'intercalaire ou du orange, voilà, ça m'aurait plus ressemblé, tu vois. Mais c'est pas des couleurs que j'utilise le plus possible, celle-ci. Mais franchement, il est super. Donc voilà, j'ai fait 9 couteaux. Ces 9 couteaux ont une forme et tout ça. Donc voilà. Là, je suis en train d'en faire un. Donc là, je suis en train de refaire un panel où je pars du royaume le plus bas, donc le royaume de l'enfer, et en fait, je vais jusqu'au royaume des dieux. Et en fait, il y a 9 couteaux qui montent. Donc l'enfer, le semi-enfer, le royaume du feu, le royaume des humains, le royaume des nains, le royaume des elfes. Tout ça, ça a un grand panel et j'ai fait un couteau. Et là, je suis en train de faire, je vous le montre maintenant, d'accord? Il est simplement détouré. Et celui-ci correspond au royaume des morts. Et je vous explique pourquoi j'ai choisi ça. Là, c'est ce qui va me servir à faire ma lame. Donc ça sera un tranchant comme le corbec, d'accord? Un tranchant plat. C'est pas un couteau avec un tranchant qui remonte, c'est un couteau avec un tranchant plat. Donc celui-ci, l'acier, c'est du Z160, il est choisi parce que c'est du Z160, c'est un semi-inox. Il est super. Il a un tranchant génial. Alors, il est semi-inox parce qu'il n'a pas assez de... Merde. Bref, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Il a quelque chose à l'intérieur qui... le pourcentage n'est pas assez élevé pour qu'il soit considéré comme un inox. J'ai perdu le mot, c'est pas grave. Mais il est génial. Et j'ai choisi cette forme-là. Pourquoi cette forme-là? Parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Elle est bizarre, cette forme. Vous voyez? En fait, cette forme-là me rappelle comme si c'était un doigt, comme ça. Un doigt, mais avec la peau, un doigt un peu décharnu, avec une peau où on voit les os et tout. Je voulais que ça rappelle ça pour le royaume des morts. Et le bois qui va aller dessus, c'est ce bois-là. Un bois un peu gris, d'accord? Et ce bois-là, je vais le coller sur un intercalaire blanc et je vais le former autour de ça. Il va y avoir un motif particulier, plus au centre, donc ce qui va séparer les deux platines, ça sera en os de chameau, blanc. Il y aura un motif dessus. La lame, le guillochage, donc le joli motif que j'ai fait sur la lame du couteau qu'on avait ensemble, il aura une forme particulière qui a été conçue pour ça. Donc j'ai celui-ci qui est en route. Voilà, il est au début, hein. J'ai percé, j'ai formé et j'ai fait le taraudage pour visser les deux ensemble. Il manque même une vis ici, il manque une vis. Donc j'ai celui-ci. Et là, j'en ai un qui est un peu plus avancé, que je vais vous montrer maintenant.
Celui-ci, c'est le Upaflega. Et le Upaflega, ça veut dire ami en vieux norrois. Donc c'est un peu le compagnon, d'accord? C'est un beau couteau, assez épais celui-là. Je crois que c'est un des plus gros que je fais. Il a cette forme-là, donc une forme un peu plus normale, enfin pas normale, mais un peu plus courante, avec cette arrière-là qui remonte ici, d'accord? Un beau couteau, un manche assez épais, c'est un couteau d'homme, d'accord? Avec une lame, donc qui n'est pas terminée, hein, une lame, ici de conception simple, normale. Il aura un beau guillochage, mais avec un tranchant qui va remonter encore un petit peu, ça fait une belle lame. Et sur ce couteau-là, eh ben, on a fait 2 jeux de plaquettes. Donc ça, c'est un mélange d'ébène et de différents bois teintés bleus. Alors, je ne sais plus lesquels c'est. Là, je crois qu'on a de la loupe de frêne. On a... c'est quoi ça? Loupe de frêne. Il y a une autre loupe. Je ne sais plus trop. 3 bois différents. Hop. Donc ça ira sur le côté. Vous voyez, là, il y a la forme. Donc, il y aura cette forme-là. Donc, si jamais je prends ma lame, et ben en fait, je vais me retrouver avec un couteau à peu près comme ça. Voilà, il aura cette forme-là et il aura ces couleurs-là. Et vous allez voir, quand il sera formé, arrondi, percé, il sera magnifique. Surtout avec le noir ici. Il y aura une belle continuité ici. Magnifique. Celui-là sera disponible quand il sera fini. Voilà, il est quelle heure? Ben, on a fait un beau... on a fait de belles vidéos pour faire un beau couteau. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de commencer un autre couteau sur un style différent. Donc là, on a fait un couteau plat de semelle fixe, un couteau qui ne se plie pas. Est-ce qu'on partirait pas sur un couteau qui se plie, du coup? Là, ça va prendre beaucoup plus de vidéos, parce que si on fait 1 heure à chaque fois, je pense qu'il va y avoir une vingtaine de vidéos sur ce couteau pliant. Mais, soit, ouais, un petit couteau pliant ou un pouco. Est-ce qu'on ferait pas un couteau fixe? On va faire un couteau fixe, après on fera le pliant. On va faire un couteau fixe, mais en soie traversante. C'est-à-dire, c'est pas le bois qu'on colle sur les côtés. Là, on va choisir le bois, on va le creuser et on va rentrer la lame à l'intérieur. Donc, on ne verra pas l'acier au niveau du manche. On va faire un joli petit pouco, comme ça. Je pense que c'est pas mal. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cette création de couteau. Celui-ci terminé, on va passer à un autre. On choisira demain tranquillement. Je vous invite à regarder les vidéos, allez sur mon site internet, Brice Coutellerie de Corbec, vous verrez tous mes différents modèles, vous allez voir, je me suis bien embêté à faire le site, il est comme je voulais, il est magnifique. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée, j'espère que vous aurez la santé, surtout la santé, et je vous invite donc à revenir demain pour un autre couteau et une autre vidéo. À bientôt.